Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Mon nom est Maxime Vanout. Bienvenue à cette nouvelle édition du Balado aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. On a beaucoup de choses à se parler cette semaine. La première ronde est derrière nous. On met la table, bien sûr, pour la deuxième qui va débuter dans les prochains jours. De Rouyn-Noranda à Moncton, en passant par Halifax, Chicoutimi, bien sûr, Rimouski et beaucoup d'autres villes également. On va mettre la table donc avec David Brien et aussi la Coupe de la 55. Qu'est-ce que c'est? Il nous en parle. Et en entrevue, le pilote, l'entraîneur-chef des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean, pas mal certain qu'il est fier de la façon dont s'est comportée son équipe lors de cette première ronde et un énorme test pour les Saguenayens. On affronte au deuxième tour l'équipe hôtesse de la prochaine Coupe Memorial, l'Océanique de Rimouski. Est-ce qu'on peut aller surprendre l'Océanique? On a une bonne formation. Qui sait? Tout peut arriver. Tout juste avant de débuter, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la page YouTube de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Il y a beaucoup de contenu, entre autres ce balado qui est publié une fois aux 2 semaines. Et sinon, suivez le balado aux quatre coins sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. OK, sans plus tarder, l'actualité de la semaine avec David Brien. Une belle première ronde qui se termine, une deuxième qui va débuter dans 2 jours. Des grosses nouvelles également à travers la LHJMQ. On en parle avec David Brien. David, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, au lendemain d'une première ronde comme ça qui se termine, qui était super excitante, j'ai hâte de faire le survol avec toi. Beaucoup d'histoires qui sont sorties du premier tour, puis évidemment des affrontements, excuse-moi, de deuxième ronde qui vont être aussi excitants, on l'espère. Oui, parce qu'on enregistre le jour même de la publication, en ce mercredi. Donc, les Moussettes d'Halifax qui ont causé la surprise. Allons-y comme ça. Débutons avec les Moussettes d'Halifax qui causent la surprise du premier tour en éliminant les Voltigeurs de Drummondville. Les Moussettes, carrément, qui étaient l'équipe qui tergiversait, qui s'en allait dans la division Ouest en provenance de l'Est en raison de leur position au classement, affronter les Voltigeurs. Après une saison, ce que je peux dire, surprenant du début à la fin pour les Voltigeurs, parce que champion l'an dernier, on s'attendait peut-être cette saison à ce que les Voltigeurs soient vendeurs à la date limite. Finalement, on débute la saison sur les chapeaux de roue. Écoute, on y retourne. Allons-y pour une autre belle saison, un autre parcours éliminatoire. Et malheureusement éliminé au premier tour par les Mooseheads. Cette série-là aura été riche en rebondissements du début à la fin, parce qu'en partant, les Mooseheads qui sont allés chercher 2 matchs à Drummond, ça a été une grosse surprise. Les Voltigeurs qui réussissent à revenir dans la série. Puis je vais être honnête avec toi, David, quand j'ai vu que les Voltigeurs avaient gagné le match 6-0, je me suis dit bravo aux Mooseheads, ils se sont bien battus. On vient de tomber à plat. Les Voltigeurs vont conclure ça à la maison avec une victoire en match 7. Et non, les Mooseheads qui blanchissent ont rebondi de cette contre-performance-là dans la rencontre 6 et on gagne notre billet pour aller affronter les Huskies de Rouyn-Noranda au deuxième tour. Bravo aux Mooseheads d'Halifax. Ouais, une série, écoute, complètement folle. La seule série qui s'est jouée en 7 matchs aussi au premier tour. Puis moi, j'étais un peu comme toi quand j'ai vu la victoire de 6-0, sachant qu'ils jouaient encore une fois à domicile le lendemain. Ça allait être très difficile de rebondir de ça. Mais écoute, chapeau aux Mooseheads. Ça commence en arrière. C'est Jacob Steinman entre les 2 poteaux qui a vraiment livré la marchandise. Écoute, on entend parler de lui depuis le début de la saison, que ce soit, tu sais, je rappelle aux partisans qui n'étaient pas au courant, lui, c'était le gardien partant de Moncton en début de saison, qui était tout feu, tout flamme juste avant la période des transactions, puis qui a été échangé à Halifax, puis là, qui était capable de livrer la marchandise comme ça contre la meilleure équipe de l'Ouest, tu vois, en début comme ça, juste pour commencer les séries. C'était incroyable. L'ambiance était folle, puis de voir justement Halifax repartir avec ça, je pense que ça a laissé beaucoup de monde surpris. Comme tu dis, une saison qui était un petit peu au-delà des attentes pour Drummondville, parce que si tu regardes sur papier, c'est encore une formation très jeune, outre les vétérans de 20 ans qui ont gradué et qui ont aussi livré la marchandise, mais il faut le dire aussi, entre les poteaux de Drummondville, ça a fait mal, la perte de Riley Mercer qui lui aussi était incroyable. Probablement un des meilleurs gardiens de but, si ce n'est pas de la Ligue canadienne au complet. Fait que vraiment une lourde perte pour eux. C'est sûr que Charrois il était quand même très solide aussi, lui, comme backup, mais je veux dire, ça a fait mal à l'équipe là, de perdre leur gardien de but numéro 1 en partant comme ça. Ouais, effectivement, c'est très décevant pour Riley Mercer. Si on reste dans les. Non. On reste dans les maritimes pour une partie de cette série de premier tour, c'est-à-dire les Wildcats. De ce côté-là, absolument aucune surprise. Les Wildcats ont balayé les remparts de Québec. Par contre,
dans le contenu, dans les matchs en tant que tels, les remparts se sont vraiment bien battus. Je veux dire, je comprends, là, c'est un balayage. On ne sera pas de cachette. Là. Ça reste que 2 rencontres qui ont été en prolongation. Il y en a une autre qui s'est terminée par un seul but. Donc, dans une série qu'on savait sur papier à sens unique, honnêtement, il faut lever notre casquette aux remparts de Québec qui ont offert, somme toute, une belle bataille pour une jeune équipe. C'est de la grosse expérience qui est rentrée. Et comme je dis, oui, un 4-0, mais au sein d'un 4-0, difficile d'en imaginer une série plus serrée que ce à quoi on a eu droit. Là. Ah, 100%. Comme tu dis, 4-0, mais 3 matchs d'un but, 2 prolongations. Je veux dire, l'histoire est assez jouée là. Tu sais, d'un autre côté, je pense que c'est bénéfique pour les 2 équipes, tant pour les remparts qui, eux, viennent de prendre beaucoup d'expérience en série, tout ça, qui ont prouvé que, écoute, leur équipe qui est très jeune a peut-être moins de chemin à faire avant de pouvoir compétitionner puis de rivaliser avec les meilleures formations. Puis de l'autre côté, pour les Wildcats, je pense que c'est une leçon aussi de voir que là, rendu en série, les adversaires sont pas mal plus coriaces. C'est pas vraiment les mêmes matchs ou la même intensité que si tu veux qu'en saison régulière. Fait que, tu sais, expérience pour les remparts, leçon pour les Wildcats. Encore une fois, par exemple, du côté des Wildcats, on n'a pas le choix de parler de Caleb Desnoyers. Ben Écoute, oui. son jeu est incroyable. L'année passée, il avait terminé les séries avec 2 seuls petits points, tandis que là, je veux dire, il y a 8 points en 4 matchs, fait qu'une moyenne de 2 points par match. C'est vraiment lui le meneur incontestable de cette formation-là. Puis rappelons-le, je veux dire, oui, c'est le meilleur espoir de la LHJMQ cette année pour le repêchage, mais seulement 18 ans. Écoute, Max, c'est super impressionnant ce qu'il fait. Si tu le regardes jouer, il joue comme un vétéran, ça n'a aucun sens. Là. Ouais, une énorme performance dans cette première ronde. Au moins un point dans chacune des rencontres pour Caleb. Et avec tout ça, on est à 19 victoires de suite pour les Wildcats. On a conclu la saison régulière avec 15 gains. Là, maintenant, on augmente ça à 19. On va parler du Dracard de Bécomo dans quelques instants, mais ça va être une lourde tâche. Lourde tâche pour le Dracard de Bécomo d'aller affronter les Wildcats de Moncton. Et pour Québec, je parlais d'expérience, mais c'est ça. Je veux dire, évidemment, on avait eu le premier show total au dernier repêchage. On a gagné la Coupe Memorial il y a 2 ans du côté de Québec. Alors, on est reparti sur un autre cycle et je pense vraiment que c'est la belle expérience pour l'an prochain du côté des remparts. 100%. Puis, on va juste lever notre chapeau aussi à Justin Côté qui met un terme à une carrière super impressionnante. Lui qui avait remporté un titre l'année passée avec les Voltigeurs puis qui termine ses séries. Lui, il a 4 buts en 4 matchs. Fait que, il a quand même livré la marchandise de son côté. Je veux dire, il a répondu aux attentes dignes d'un bon vétéran marqueur comme lui. Mais encore une fois, les Wildcats ont été un petit peu trop menaçants, si tu veux, pour les remparts. Un autre balayage, mais une histoire complètement différente, celle de l'Océanique de Rimouski, qui, j'ai quasiment envie de dire, en tout cas, moi, personnellement, ça me surpris parce que j'avais identifié les Highlanders de Charlottetown comme une équipe qui pouvait à tout le moins là, vraiment donner du mal à un gros favori dans cette première ronde et c'est pas ce qui est arrivé. J'avais parlé à Joël Perrault là, tout juste avant le début de la série. Il me l'avait dit que son équipe était prête dans l'entrevue. Je vous invite à écouter le dernier épisode du balado. Les meilleurs joueurs de l'Océanique ont répondu présent. 10, 9 et 7 points respectivement pour Jacob Mathieu, Mathieu Catafort et Jonathan Fauchon. Donc, comme je disais, autant le balayage des Wildcats en a été un, entre guillemets, serré, autant l'Océanique took care of business. On s'est occupé des affaires là, dans cette première ronde et on n'a pas niaisé avec cette première ronde. 100%. Comme tu dis, ils détiennent un avantage en termes de buts marqués de 24-3 dans la série, dont une victoire de 10-0. Fait que je veux dire, je pense que c'est super impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire. Moi, comme toi, je pense que j'avais identifié les Highlanders comme étant un adversaire un petit peu plus coriace au premier tour. Tu sais, une formation qui est toujours connue pour être un petit peu plus défensive, qui être capable d'étouffer certains de leurs adversaires. Mais dans ce cas-ci, je pense que l'Océanique a prouvé que sont vraiment prêts. Tout ça, eux, on le sait qu'ils vont participer à la Coupe Mémorial, peu importe, mais ils veulent rentrer par la grande porte. Fait que, je veux dire, ils ont prouvé qu'ils ont été dominants. Puis, si on regarde côté statistiquement parlant, je pense que c'est vraiment les unités spéciales aussi qui ont été impressionnantes dans leur cas. Je veux dire, l'avantage numérique qui a roulé à 47,6 %, puis le désavantage numérique, au contraire, qui a roulé à 92,3 %. Fait que, je veux dire, dominer tant avec un joueur en plus qu'avec un joueur en moins. Fait que dans ce cas-là, ça va être difficile à ralentir là, l'équipe qui est confiante aussi. Puis tu mentionnais en termes de points, là, je veux dire, c'est venu par vague aussi. On se souvient, match numéro 1, Mathieu Catafort commence avec un tour du chapeau. Match numéro 2, ben, c'est au tour de Jacob Mathieu qui finit ça avec 3 buts et 3 passes en plus. Fait que je veux dire, c'est vraiment, ça vient par vague de leur côté. Leur profondeur est incroyable aussi, tout ça. Puis on voit que les acquisitions qu'ils ont faites justement là, à la date limite des transactions, là, ça commence à former un ensemble qui gèle de plus en plus ensemble. Puis écoute, Max, je vais te poser une question parce que entre les poteaux, on a une situation super intéressante qui s'est dessinée.
avec Mathis Langevin. Mais là, si Exact. William Lasselle revient en forme au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'as pas le choix, je veux dire. Énorme respect pour la performance de Mathis Langevin. Puis c'est drôle, c'est là-dessus que j'allais relancer en disant tout ça avec notre gardien numéro 1 qui était blessé du côté de l'Océanique. Je réfère encore à mon entrevue avec Joël il y a 2 semaines, là, mais je pense qu'on a énormément confiance en William Lasselle. Malgré son jeune âge, c'est lui qui a pris la pole. Il a été excellent toute la saison. Je comprends que, puis je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, les séries, c'est une autre bébite, mais règle générale, tu perds pas ton poste sur une blessure. Après ça, je comprends que peut-être, s'il fallait, lorsque William est prêt à jouer, que dans son premier match, ses 2 premiers matchs, c'est un beau problème. Tu sais quoi? Au final, c'est un beau problème. Je vais être très, très, très surpris. En même temps, je veux dire, Mathis Langevin n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Il en a joué 20, je crois, combiné là, avec Batters et Rimouski. Ça reste que c'est un gars qui est peut-être un petit peu plus vieux, mais c'est même à ça. Je veux dire, on croit beaucoup en William Lasselle. On sait que c'est quelqu'un également qui a fait des belles choses plus tôt dans son parcours jusqu'ici. Je suis pas mal certain que c'est son filet quand il est prêt, là. 100%. C'est un peu comme toi, tu sais, de perdre son poste à cause d'une blessure, ce serait dommage pour le gardien et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, d'un autre côté, c'est peut-être juste quelque chose qui va donner davantage de confiance à un groupe qui, tu sais, probablement n'avait pas besoin d'encore plus, mais de savoir que, tu sais, si jamais leur gardien numéro 1 se blesse, ils ont Mathis Langevin dans leur porte arrière. Puis Langevin, tu sais, c'est pas un petit bonhomme non plus, 6 pieds 4 comme ça. Il est listé par la centrale, je pense qu'il est au 32e rang en Amérique du Nord. Fait qu'au pire, dans son cas, ça a fait juste améliorer son sort pour le prochain repêchage de la LNH. Puis si, comme on dit, ils ont besoin de faire appel à lui ou à ses services dans une ronde prochaine ou dans les matchs, si ça commence mal pour William Lasselle à son retour, qui ont, à ce jour, moi, je ne sais pas s'il va être de retour au deuxième tour, tout ça, mais je veux dire, comme on dit, le fait d'avoir Langevin dans sa poche arrière, comme tu as dit tantôt, c'est une excellente carte cachée. Les Saguenayens ont étouffé le titan d'Acadie Batters. Quelle performance d'équipe, quelle performance défensive également pour les Saguenayens, qui sont vraiment une formation, je trouve. Tu sais, on n'a pas la grosse vedette. On a un joueur au-dessus du point par match cette saison du côté des Saguenayens de Chicoutimi, mais beaucoup de gars à 50 points, quelques-uns également qui ont frôlé les 50 points cette saison, sont coriaces, les Saguenayens de Chicoutimi. Là, regarde, je me suis fait avoir dans le premier tour, mais c'est pas grave. Je pense que c'est une formation qui peut, après ça, eux aussi, à tout le moins donner du fil à retordre à l'Océanique de Rimouski. Mais j'ai très, très hâte de voir ce qu'on va être capable de faire au deuxième tour. Mais, entre-temps, une belle série de premier tour pour les Saguenayens. Un peu à l'image des Wildcats, eux aussi, des matchs serrés. Des matchs très, très, très serrés face aux Titans d'Acadie Batters, mais on a fait le travail. Oui, exact. Ils remportent leur série 4-1. Puis comme tu mentionnes, des matchs serrés, on a 3 matchs d'un but là-dedans, encore une fois. Fait que c'est quelque chose qui est comme un peu reconnu, si tu veux, pour les Saguenayens. Ils étouffent leurs adversaires. C'est un système défensif qui est incroyable, tout ça. Comme tu mentionnes, l'offensive, elle vient un petit peu de toutes les bords, tous les côtés. Mais en ce moment même, c'est Loïc Usereau qui mène la charge, qui est un défenseur, qui est le meilleur pointeur de l'équipe en ce moment avec... je pense qu'il y a un but s'y passe déjà dans les séries, là, tout ça. Fait que c'est quand même impressionnant de voir un défenseur en tête des marqueurs. Puis je pense que la carte cachée pour les Saguenayens, c'est à l'intérieur du vestiaire, un gars comme Kassim Godet qui est capitaine. Je veux dire, lui, c'est, appelons-le le Pat Maroon de la JMQ en ce moment. Il est en quête d'un 3e championnat en 3 ans avec un 3e club différent. Fait que je pense que, tu sais, d'avoir des bons vétérans dans ce vestiaire-là, d'être vraiment discipliné, de jouer un bon système, tout ça. Puis écoute, je te parle de discipline, c'est l'équipe qui a écopé du moins de minutes de punition au premier tour, tout ça. Fait que de savoir que, tu sais, ils sont vraiment disciplinés, qu'ils sont capables d'étouffer leurs adversaires, qu'ils prennent pas beaucoup de punitions, c'est ce qu'on appelle des adversaires frustrants à jouer contre, là. Le Pat Maroon de la JMQ. J'aime ça. Écoute, j'ai sorti c'est pas vraiment une statistique, là, mais cette note-là pour mon entrevue après avec Yannick, mais quand même, je veux la mentionner ici parce que je trouve ça important. Je viens de dire que Océanique et Saguenayen, je pense que ça va être une bonne série. Cette saison, il y a eu 8 matchs entre les deux équipes. Et oui, l'Océanique a eu le déçu dans 5 des rencontres, mais 4 des victoires de l'Océanique ont été en prolongation ou fusillade. Je pense vraiment que ça va être une belle série, là, mais on va en reparler dans quelques instants. Parce que Drakkar et Eagles, 4-2. Cette série-là, je pensais qu'elle allait aller en 7. Elle n'est pas allée en 7, mais quand même en 6. Bravo au Drakkar. Malgré les blessures, pas de Bernier, pas de Poirier. Dans le cas de Bernier, on sait déjà qu'il ne jouera pas des séries éliminatoires. Poirier, je ne sais pas trop les pronostics, le diagnostic en est où là, pour le deuxième tour, mais lui non plus n'a pas joué. Malgré tout, le Drakkar avance.
100%. Écoute, 4-2 dans cette série-là, puis tout ça, puis on va pouvoir en parler là, du match qui était incroyable, puis tout ça. Mais, tu sais, comme tu mentionnes, pas de Poirier, pas de Bernard, puis tout ça, tu sais, on pourrait dire pas de Poirier, pas de Bernard, pas de problème. Mais je pense qu'une des choses qui est la plus alarmante qui sort de cette série-là, du côté de Bécomo, c'est 8,3% en avantage numérique, par exemple. Fait qu'on s'ennuie quand même de Poirier et de son tir Ouais. dévastateur de ce côté-là. Puis, tu sais, je veux dire, on le sait, en série, il faut vraiment capitaliser sur ces chances-là en avantage numérique. Fait que plus ça avance, plus ils vont avoir besoin de trouver une solution à leur remède, si tu veux, ou qui ont été connus justement pour toujours avoir un bon avantage numérique. Fait que là, tu sais, de savoir qu'ils ont des petites défaillances à ce niveau-là, je suis certain qu'ils vont être capables de trouver les moyens de s'ajuster en cours de route. Mais écoute, moi, je trouve que le duel infernal le plus dur à affronter du côté de Bécomo, c'est quand Lucas Beckman joue comme il joue actuellement, mélange ça avec la foule qu'il y a à Bécomo. Je veux dire, les deux ensemble, c'est un duo mortel pour les adversaires qui rentrent là. Fait que super intéressant. Mais écoute, je veux savoir, toi, ton opinion sur le deuxième match le plus long de l'histoire qui a été remporté Incroyable. par Cap-Breton, tout ça. Mais écoute, c'est à 18-18 de la huitième période. Tu sais, le bonhomme ici, il commençait à cogner des clous, ça, je te l'avoue. Mais toi, est-ce que tu as suivi ça ou tu as vu ça le lendemain en te levant, cette rencontre-là? J'ai vu ça le lendemain en me levant. Et surtout, moi, c'est quand j'ai vu les quoi, 3 buts refusés en prolongation dans cette rencontre. Hey, ça n'a aucun bon. Ça m'a Ouais. rappelé. C'était arrivé. Ça impliquait les voltigeurs il y a quelques années parce que je me souviens de Max Comtois qui, après au moins peut-être 2 buts refusés, tu sais, que là, après un but sans équivoque, avait lui-même fait sa célébration avait été de pointer un geste d'arbitre que le but était bon. Je me souviens pas c'était dans quel contexte, mais tu sais, écoute, Jakub Milota, c'est quoi? C'est 86 tirs auxquels il a fait face? Ouais. 86 tirs. C'est Ouais. complètement sensationnel. Je sais pas si tu te souviens dans la bulle. Donc, ça devait être en 2020, c'était peut-être 2021, là, mais je pense que c'était la première bulle dans la Ligue nationale de hockey 2021 où il y avait eu un match Columbus Lightning, je crois, qui avait été là, aussi, qui s'était pratiquement jamais terminé. C'était sorti après la rencontre que Sergei Bobrovski avait perdu 20 livres d'eau durant la rencontre. Imagines-tu? Ouais, ouais. Ben, j'en doute pas. Puis, tu sais, justement, tu parles de statistiques. Moi, je regarde les gars, je pense que c'est Anthony Lavoie puis Thomas Lavoie des deux côtés qui ont joué en haut de 75 minutes dans la rencontre. Puis c'est même plus proche de 80 minutes de temps de jeu. Ça n'a aucun sens de penser à ça. Milota, avec les 84 arrêts, devient le gardien qui a le deuxième plus d'arrêts dans l'histoire de la Ligue. À 2 arrêts seulement, qui était 86 le record, qui ça donne est la rencontre la plus longue de tous les temps. Si je ne me trompe pas, c'est en 1999 entre Victoriaville et Gatineau à cette époque-là. Fait que je veux dire, c'est des chiffres et des statistiques incroyables de là. Puis moi, j'ai toujours une pensée, justement, comme on dit, pour les joueurs qui sortent de là complètement essoufflés. Puis on leur demande de poursuivre la série après ça, de jouer d'autres rencontres, que ce soit à l'intérieur de 48 heures, des affaires de même comme ça. Fait que c'est Ouais. fou de voir des choses comme ça se passer. Mais encore là, c'est ça le hockey des séries. Puis c'est ça qui permet de créer un engouement et de vivre des moments vraiment spéciaux. Sais-tu quoi? Ils ont tous 20 ans et moins, donc sont Ouais, en forme. Ils ouais. peuvent y jouer. Non, mais blague à part, c'est vraiment un exploit phénoménal, cette rencontre qui a eu lieu. Dans les autres séries, là, j'ai été très impressionné par la façon dont les Huskies de Rouyn-Noranda sont sortis face aux Olympiques de Gatineau. Ça, c'est une série que je pensais peut-être qu'elle allait être plus serrée qu'elle ne l'a été, mais les Huskies, vraiment, dès le début de la série, on a pris le contrôle, puis on a été capable vraiment de faire un très, très bon travail face aux Olympiques. Exact. Les Huskies qui sont fidèles à leur identité dans le sens que ils marquent des buts opportuns, ils se fient à un super bon gardien de but. Puis avant tout, ils ont un entraîneur expérimenté derrière le banc, Steve Hartley, qui est reconnu lui-même pour comme tirer le meilleur de chacune des équipes qui entraînent. Tout ça, fait que dans ce cas-ci, je veux dire, toi, tu t'es peut-être un peu plus surpris, moi, dans ce sens-là, pas vraiment surpris du résultat 4-1, c'est un peu ce qu'on s'attendait, tout ça. Les Huskies qui misent sur une offensive qui est super puissante, mais dans ce cas-ci, sont vraiment plus allés par comité. Là. Je regardais les statistiques avant qu'on rentre en onde, tout ça, c'est 5 joueurs avec 5 points en 5 matchs, fait que une moyenne d'un point par match, mais chez 5 joueurs différents. Puis entre les poteaux, encore une fois, c'est Samuel Meloche qui est un gardien de but recru qui a eu une seule défaite, qui n'est pas en temps réglementaire non plus, mais tu sais, j'ai regardé ses statistiques, c'est 1,93 buts alloués, 917 de moyenne. Fait que si on marque beaucoup de buts, on n'en accorde pas beaucoup, on connaît que la suite des choses, comment ça se passe dans ces cas-là. Là.
Shawinigan a fait le travail contre les Foreurs de Val-d'Or. Bien sûr, la charge a été sonnée par Matvei Gridin qui a récolté 10 points, dont 4 buts dans cette première ronde. Les Foreurs, quand même, se sont bien battus. T'as Noah Reinhardt qui a connu une bonne série, entre autres, statistiquement, oui, bravo, parlant. Philippe Veilleux qui est un espoir du prochain repêchage également. Mais au final, je pense que Shawinigan est une très, très bonne formation cette année, puis on est en mesure là, de fermer les livres rapidement. Ouais, puis Shawinigan, si je regardais plus tôt, c'est pas de défaite en temps réglementaire en 18 matchs maintenant. Ouais. Fait qu'ils sont sur toute une séquence, eux autres aussi. C'est vrai. Puis je veux dire, du côté des Foreurs, c'était une super puissante offensive qui ont été capables d'étouffer du côté de Shawinigan. Fait que ça va être intéressant de voir comment ils s'adaptent justement à leur prochain adversaire comme ça. Mais tu sais, ils ont limité l'avantage numérique de Val-d'Or à 5,9% pendant la série. Fait qu'encore une fois, on mentionnait l'importance de marquer ces buts importants-là. Puis tu fais bien d'amener le point de Matvei Gridin qui en ce moment, lui, c'est un choix de premier tour des Flames, qui est le seul choix de premier tour dans la JMQ en ce moment. Fait que je veux dire, il y a des bonnes pointures à remplir tout ça, puis il est capable de livrer la marchandise. Lui, c'est 10 points dans la série. Fait qu'encore une fois, il continue d'être impressionnant. Puis en série, on parle souvent de l'expérience, hein, mais je veux dire, un leader comme Jordan Tourigny qui sait ce que ça prend, qui a déjà un championnat en poche, Daniel Renaud en arrière du banc qui sait exactement ce que ça prend pour gagner lui aussi. Écoute, il faut pas sous-estimer la valeur de l'expérience là, une fois rendu en série non plus. Je sais que j'ai parlé d'Halifax comme la grosse surprise de ce premier tour, mais Sherbrooke n'est pas une surprise pour moi de la victoire face à l'Armada. La façon, par contre, c'est troisième année de suite qu'on s'affronte. Deux équipes qui ont terminé très serrées au classement. Je comprends que Blainville-Boisbriand peut-être pas terminé la saison régulière de la façon qu'on l'aurait voulu. On rentrait pas avec un gros momentum. En même temps, Sherbrooke non plus était pas nécessairement sur sa meilleure séquence de la saison régulière. Donc, pas le résultat, Sherbrooke qui avance, la façon dont la série s'est déroulée, beaucoup plus courte que j'anticipais. Ça, pour moi, si tu m'avais demandé une série en 7, seulement je t'aurais dit Sherbrooke, Blainville, Boisbriand. Donc, la façon dont Sherbrooke a fait le travail face à l'Armada, pour moi, ça, c'est une surprise dans ce premier tour. Oui, une surprise. Puis, on rappelle du côté de Sherbrooke, il manque des gros morceaux en Olivier Lampron et Olivier Dubois. Fait qu'eux autres, il leur manque quand même des éléments importants de leur côté. Mais surprise, oui, pour l'issue, si tu veux, de la série. Mais en même temps, on regarde, ça a été très serré. Je veux dire, le match numéro 4 s'est terminé en deuxième prolongation. Le match numéro 5 en prolongation également. Fait qu'il y a une série qui a été chaudement disputée. Mais il faut qu'on lève notre chapeau à la défensive du Phoenix qui a été capable de contenir Xavier Villeneuve et Justin Carbonneau. Chose qui a été super difficile à faire pour pas mal toutes les équipes du circuit là, pendant la saison régulière, mais on doit leur lever leur chapeau pour le système défensif. Puis écoute, encore une fois, on regarde, ça s'est passé en arrière du banc avec l'expérience de Gilles Bouchard qui instaure un système défensif super solide. Puis entre les poteaux avec Linard Feldbergs, lui qui avait fait son nom au Mondial Junior, tout ça avec l'équipe du Danemark. Excuse-moi, de la Lettonie. De la Lettonie, oui. Oui, exact. Puis c'est ça. Fait que, il a continué à livrer la marchandise encore une fois, lui qui a été solide, tout ça, capable d'étouffer l'offensive de l'Armada. Fait que c'est super intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer là, avec le Phoenix dans le prochain tour. Là. Ben, parlons-en brièvement du prochain tour. On va évidemment pouvoir revenir sur cette série, ces séries de deuxième tour lors du prochain épisode. Mais Wildcats contre Bécomo, je le sais que les Wildcats, c'est l'équipe. 19 victoires de suite. Les blessures font peur. On en a parlé là, du côté de Bécomo. Il va falloir non seulement notre A-game, il faudrait espérer un retour de Poirier du côté du Drakkar. Est-ce qu'on va être au moins capable de mettre un terme à la séquence des Wildcats? C'est ce qu'on va surveiller. Oui, exact. Comme je le mentionnais plus tôt, ça va être important pour Bécomo de trouver une solution ou un remède, si tu veux, pour avoir leur avantage numérique qui retrouve la touche. Puis écoute, des côtés des Wildcats, moi, l'histoire que je suis plus intéressé à suivre, c'est celle qui va se dérouler entre les poteaux. On a commencé la série avec Mathis Rousseau qu'on avait échangé, qu'on avait acquis, si tu veux, à la date limite des transactions. On a terminé avec Rudy Guimond, qui est pas n'importe qui non plus. Je veux dire, lui, c'est un espoir des Red Wings de Détroit qui est déjà entendu, je pense, avec l'Université de Yale pour l'année prochaine. Mais tu sais, là, on entame une nouvelle série. Est-ce qu'on y va avec Guimond? Est-ce qu'on retourne avec Rousseau? Ça va être vraiment le fun à voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est un petit peu le même problème que l'Océanique. Je veux dire, ils ont deux bons gardiens de but. Fait que est-ce que c'est une carte cachée? Est-ce que ça donne confiance au groupe pour l'issue des rencontres si jamais ça commence mal, tout ça du côté de Moncton? Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir si Bécomo est capable de ralentir cette puissante offensive-là aussi. Là. Je persiste et signe. C'est un beau problème quand tu as deux gardiens qui sont capables de faire le travail entre les poteaux. Je ne sais pas si c'est une surprise, mais pour moi, Rimouski-Chicoutimi, c'est la série de deuxième tour. Je sais que Rimouski, c'est la deuxième meilleure équipe de la saison régulière. C'est une équipe qui a...
Écoute, salutations à Joël Perreault, s'il est à l'écoute. Peut-être que je manque de respect à son équipe, je le sais pas, parce qu'ils ont vraiment été sensationnels en première ronde. C'est que j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Chicoutimi, une équipe soudée, une équipe qui joue du beau hockey de la belle façon. Je sais pas qu'ils vont aller jusqu'à battre l'Océanique, ce serait quand même une surprise, mais je pense qu'on peut leur donner du fil à retordre. En même temps, je me répète, j'ai dit la même chose au premier tour des Highlanders. Donc, qui sait, peut-être que Rimouski va être en mesure, encore une fois, là, de faire un travail rapide face au Saguenay, mais je pense vraiment qu'on peut s'attendre à une belle série. 100%. Puis, je veux dire, on l'a mentionné tantôt en survol du premier tour. Tout ça, je veux dire que l'offensive de Rimouski est tout feu, tout flamme. Fait que ça va être au système défensif de Chicoutimi de s'instaurer. Tout ça, on rappelle la patinoire un petit peu différente côté dimension. Si tu veux à Chicoutimi, est-ce que ça va jouer à leur avantage? Est-ce qu'ils vont être capables d'étouffer l'Océanique de cette manière-là? Ça va être intéressant à suivre. Mais tu sais, on a parlé du dilemme des deux gardiens de but entre les poteaux chez l'Océanique. Mais de l'autre côté, Raphaël Préco qui livre la marchandise pour Chicoutimi aussi. Je veux dire, il a été tout feu, tout flamme, pour reprendre la même expression que je viens de faire. Tout ça, au premier tour, je veux dire, il était dominant, moins de 2 buts par rencontre, puis 9,44 de pourcentage d'arrêt. Fait que est-ce que l'Océanique va être freiné par un gardien de but qui est en feu? Ce serait pas une première en série de la LHJMQ, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir Rouyn-Noranda contre Halifax parce qu'une équipe comme Halifax qui vient de causer une si grosse surprise, on dirait que souvent il y a comme deux suite possible. Soit on est tellement énergisé, galvanisé par ce qui vient de se passer, on poursuit, on choque le monde et on offre encore une belle performance. Ou des fois, tu sais, la pression peut tomber malheureusement d'un coup. Tu viens tellement de réussir quelque chose d'inattendu que tu es encore sur les émotions. Puis il ne s'agit que d'un seul match où Rouyn-Noranda rapidement prend l'ascendant. En plus, au risque de me répéter, là, Halifax, c'est déjà qu'Halifax, Drummond, c'est pas à la porte. Là, Halifax, Rouyn-Noranda, c'est énormément de voyagement pour ces deux équipes-là. Je pense, surtout ici, dans le cas de Rouyn-Noranda, vu qu'on est évidemment favori, je pense que de réussir à ce que cette série-là soit le plus court possible, ça aiderait beaucoup en raison, comme je dis, du voyagement qu'il va y avoir. Mais j'ai hâte de voir. Vraiment, là, comme je dis, je pense que je vais être surpris de je sais pas moi, une petite série en 6 matchs. Je pense vraiment qu'il y a une possibilité que Rouyn-Noranda fasse rapidement le travail ou au contraire, Halifax continue puis amène ça jusqu'à la toute fin. Tu sais, c'est officiellement difficile de se prononcer sur des séries comme ça. Je veux dire, qu'à la minute qu'une équipe de 8e place élimine une équipe de première place au premier tour, je pense qu'on peut parler de confiance puis de vent dans les voiles puis tout ça. Fait qu'est-ce qu'Halifax va vraiment amener ça du côté de Rouen? Puis du côté de Rouen, encore une fois, l'offensive pour laquelle on les connaît a été un petit peu ralentie au premier tour. Est-ce qu'ils vont trouver la touche magique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment prendre le lead ou ça va continuer à se faire par comité de ce côté-là? Mais vraiment une série intéressante à suivre, tout ça. Je pense que, moi, j'ai toujours aimé des histoires d'underdog, si on peut dire comme ça. Fait que de suivre Halifax pour le restant des séries, ça va être le fun de, pas nécessairement se ranger derrière eux, mais vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables d'accomplir tout ça. Mais écoute, dans cette série-là, il faut vraiment qu'on parle du voyagement aussi. Je veux dire, le fait qu'Halifax vienne jouer dans la conférence avec les Huskies, tout ça, il va y avoir du voyagement. On part de Rouen qui est à un extrême, Halifax est à l'autre extrême, tout ça. Fait qui va être capable d'être le plus reposé, d'être le plus soigné. On sait que les Huskies sortent d'une série en 5 rencontres, tandis que de l'autre côté, c'est en 7. Fait qu'est-ce que ces 2 matchs-là, puis les quelques jours de repos, en plus du voyagement, tout ça, vont avoir un effet. Ça va être vraiment le fun à suivre cette série-là aussi. Je ne sais quoi faire de Phoenix contre Cataract, honnêtement. Tu regardes ça sur papier, les Cataractes ont quand même terminé 12 points devant le Phoenix de Sherbrooke. Tu as parlé de la séquence des Cataractes de Shawinigan qui est sensationnelle. 10 victoires et 2 défaites en prolongation, une en fusillade pour conclure la saison régulière. Après ça, une bonne série de premier tour face à Val-d'Or. Tu as parlé des blessures du côté du Phoenix. En même temps, on a comme eu une bonne série de premier tour, donc c'est la série sur laquelle j'ai eu le plus de difficultés à me prononcer ce à quoi je m'attends. Je pense que concrètement, Shawinigan est une bonne et une meilleure formation, mais il ne faut définitivement pas s'attendre à ce que ce soit facile contre le Phoenix de Sherbrooke. Non, absolument pas. On vient de le voir, là, comment le Phoenix, excuse-moi, est capable d'étouffer ses adversaires, tout ça, puis de jouer des systèmes défensifs. Je parlais de comment ils ont été efficaces à contenir un gars comme Justin Carbonneau au premier tour. Est-ce qu'ils vont être capables de répéter l'exploit avec un gars contre Matvei Gridin? Puis justement, s'ils sont capables d'étouffer la production du meilleur joueur adverse, comment les Cataractes vont répondre? Est-ce qu'ils ont d'autres solutions? Est-ce qu'ils misaient vraiment sur ce joueur-là? Est-ce que c'est un effort d'équipe? Tout ça. Fait qu'il y a plusieurs questions
qui vont avoir besoin de réponses au travers de cette série-là. Mais une chose est certaine, moi, je m'attends à une série super chaudement disputée entre ces deux-là, qui va aller soit en 6 ou en 7 rencontres. Je pense pas que ça va se jouer dans les premières rencontres, tout ça. Puis ça risque d'être beaucoup de va-et-vient. Fait qu'est-ce que l'avantage de la glace va faire une différence aussi? On le sait que, physiquement parlant, ils sont pas très loin non plus. Shawinigan, Sherbrooke, ça se fait quand même bien comme voyagement. Ouais. Fait que, l'avantage de la foule, l'avantage de la glace, est-ce que remporter ces rencontres à domicile, ça va aller jusqu'au bout? C'est ça, je pense, qui va être intéressant à suivre là, dans cette série-là. Très hâte de suivre ces séries de deuxième tour. Ça commence, on est le 9 avril, donc ça commence vendredi soir, le 11. Toutes les séries commencent le 11. Donc, alors ça va être un beau pactole de rencontres à suivre. On vient de parler de Phoenix contre Shawinigan. Tu as parlé de la proximité géographique. Ben justement, une belle annonce mercredi de la LHJMQ conjointement avec la ville de Trois-Rivières et les Tigres de Victoriaville qui étaient les instigateurs de cette idée-là. Une classique hivernale à saveur particulière. Mi-classique hivernal, mi-bean pot, si je peux m'exprimer ainsi, mi-tournoi de type NCAA. Je trouve que c'est une très, très belle idée. Ça pique énormément ma curiosité. Donc, la Coupe de la 55, qu'est-ce que c'est? Ce seront des matchs disputés à l'extérieur, à l'hippodrome de Trois-Rivières, en décembre. Et ça va impliquer les Tigres, les Cataractes, le Phoenix et les Voltigeurs. Toutes ces équipes vont jouer 2 matchs dans le cadre de cette compétition. Ce sont des matchs de saison régulière, mais au final, il y aura un trophée qui va être remis aux gagnants de cette confrontation-là. Donc, d'où ce que je disais un peu, une espèce de bean pot pour ceux qui sont familiers là, avec le célèbre tournoi en NCAA pour les équipes de la ville de Boston. Ça, c'est le genre de belle idée que j'aime. C'est le genre d'idée créative que j'aime, de créer des événements, créer des rassemblements, créer au sein d'une saison quelque chose que je suis convaincu va créer un engouement qui, je pense, a aussi le potentiel de dépasser le cadre de ces 4 villes-là, de ces 4 groupes de partisans-là. Ouais, mais on vient de générer un intérêt, je veux dire, pour un moment, je pense que ça va être en décembre l'année prochaine que ça se joue. Puis on vient de créer un intérêt et un engouement envers des matchs qui, tu sais, à ce moment-là dans la saison, des fois, on appelle ça des matchs qui veulent un petit peu moins dire qu'habituellement ou qui ont un petit peu moins d'intensité. Fait que là, on vient de relever ça d'un cran en ajoutant cette classique hivernale-là. Fait que c'est difficile pour moi de contenir ma joie. Je veux dire, on l'a vécu à Saint-Tite, on l'a vécu à Drummondville, tout ça par le passé, des classiques hivernales, c'est incroyable. Je veux dire, tant et aussi longtemps que la température s'y prête, tout ça, mais là, on n'a pas un maximum de détails sur comment ça va se dérouler, toutes les procédures et les événements qui vont entourer ça, mais je veux dire, c'est un happening. Là. Je veux dire, ça va être des activités pour toute la famille, j'en suis certain. Comme tu mentionnais, c'est à l'hippodrome de Trois-Rivières, fait que c'est un peu un lieu central. La Coupe de la 55, pour ceux qui se doutaient pas, le nom vient du fait que c'est l'autoroute qui sépare les 4 villes, tout ça, qui vont s'affronter. Fait que on vient de créer une rivalité, un genre de tournoi pendant la saison, tout ça entre ces 4 formations-là. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le lieu, comment ça va être organisé, tout ça. Puis c'est quelque chose qui espère faire à chaque année ou ramener du moins à une certaine fréquence, tout ça. Fait comme ça va être la première édition, on va pouvoir s'attendre à des améliorations puis à grandir ce projet-là au fil des ans. Fait que, écoute, du point de vue de la Ligue, là, c'est super excitant là, ce qu'on vient de nous annoncer ce matin avec la Coupe de la 55. Là. Et qui sait, peut-être que d'autres équipes vont s'en inspirer. T'sais, moi, un de mes premiers réflexes a été de tout de suite tomber dans ma tête et dire, attends un peu là, OK, géographiquement, quelles autres équipes pourraient se permettre ce genre de tournoi-là? Donc, définitivement, quelque chose qui va être très, très intéressant à suivre. Bravo pour l'initiative. Donc, ça va débuter le 28 novembre prochain. Du 28 novembre au 7 décembre, la Coupe de la 55. J'ai failli dire la Coupe des 4 nations. Des réflexes. Je sais pas trop où je m'en allais avec ça. Là. C'était soit la Coupe des 4 nations ou la Coupe des 4 maisons, pour ceux qui ont la référence. La Coupe des 4 clubs. C'est ça. Finalement, je suis allé à la bonne place, la Coupe de la 55. David Brien, merci beaucoup. Bonne deuxième ronde et on se reparle bientôt lors d'un prochain épisode. 100%, bonne continuité de série à tout le monde puis aux partisans qui nous écoutent en ligne. On lâche pas puis on écoute sans grand nombre. Vous restez là, on s'en va s'entretenir avec Yannick Jean, l'entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi. Et cette semaine, c'est avec grand plaisir que je m'entretiens avec le pilote des Saguenayens de Chicoutimi. Il doit être content après cette belle série de premier tour jouée par son équipe. Yannick Jean qui se joint à nous aujourd'hui. Comment ça va, Yannick? Ça va bien, merci. Yannick, une belle série de premier tour, je viens de le dire. Vous avez battu le Titan d'Acadie Batters en 5. Il y a beaucoup à parler au sein de cette série-là. Bien sûr, en plus, c'était le dernier match de l'histoire du Titan d'Acadie Batters. Un peu malgré vous, j'ai envie de dire, vous avez participé à l'histoire. Mais, je viens de le dire, vous avez gagné en 5. Mais n'importe qui a écouté cette série-là
Ça a été une bonne série, une série serrée. Tous les matchs, sauf le dernier, ont été disputés par 1 ou 2 buts. La rencontre, la deuxième qui s'est soldée par 2 buts, était même 0-0 en troisième période à un certain moment. Comment tu as vécu ça, là, cette série-là, qui, oui, se termine rapidement, mais dans laquelle vraiment le Titan vous ont offert une belle opposition? Oui, bien, c'est certain que ça a été une série où est-ce que tous les matchs, pour la plupart, ont été serrés. On avait un plan précis avant que la série commence. Ce qu'on est vraiment fier, c'est le peu de buts qu'on a réussi à donner à Acadie Batters. 8 buts en 5 matchs. C'était une première expérience pour notre gardien en Oui. série. Il y a eu beaucoup de succès au niveau midget en remportant la Coupe TELUS. On voulait lui rendre la vie plus facile en première ronde. On ne voulait pas échanger chance de marquer pour chance de marquer avec eux. C'est un club qui a généré beaucoup d'offensives tout au long de la saison avec leur montée, leur surnombre. Donc, on voulait rester loin de ça. Je pense que nos joueurs ont énormément grandi dans cette série-là en restant à l'intérieur du plan, même si justement, on savait que les matchs seraient serrés. Tu parles de Raphaël Précourt et de sa performance. Tu dis que c'était un de vos objectifs de bien le protéger, mais il a quand même très bien réagi dans cette série-là. Oui, exactement. Je pense que pour nous, c'est important de bien faire les choses devant lui en début de série, juste pour lui donner du momentum, pour lui donner confiance. Puis après, il l'a montré très, très rapidement. Probablement qu'il n'en aurait pas nécessairement eu besoin, mais je pense que pour lui, c'était bon. Puis ça lui a seulement donné confiance. 2 matchs en 2 jours. Il était bon lors de la première rencontre, quelques arrêts clés, mais il était encore meilleur le lendemain, le samedi, lors du match numéro 2 avec un blanchissage. Donc, c'est bon de voir un jeune gardien, parce qu'il a seulement 18 ans, être capable justement d'être constant match après match là, dans une série de premier tour. Qu'est-ce qu'on apprend de son équipe dans une série comme ça où, malgré le fait qu'on a pris une avance, on a pris une avance dans tous les matchs, mais vous n'avez pas eu, entre guillemets, de match facile. Peut-être le dernier match là, où vraiment vous avez mis le pied sur l'accélérateur, puis après avoir raté votre première opportunité, vous avez été capable de conclure la série, là, mais au premier tour, comme ça, des fois, contre un adversaire négligé, on peut rapidement s'emporter. Et là, l'équipe est restée soudée. Et malgré le fait que c'était serré, vous avez été capable de rester en contrôle. Qu'est-ce que tu as appris sur tes joueurs dans cette série-là? Ben, j'ai appris qu'ils étaient capables de laisser leur ego à la porte, puis que ce n'était pas les statistiques pour eux qui étaient importantes. C'était vraiment de dire, regardez, ce qui est important au bout du compte, c'est la victoire match après match. On a des joueurs qui ont vraiment bien fait les choses tout au long de la série. Nécessairement, il n'y avait pas nécessairement les statistiques pour démontrer qu'il y avait du succès, mais oui, ça allait bien. Puis d'un autre côté, on voit des Christopher Berthelot qui était à un certain moment notre meilleur marqueur dans cette série-là. Les Duquettes, des joueurs de 4e trio qui ont contribué offensivement, qui ont été très, très bons pour nous. Notre équipe repose sur la profondeur. Depuis le début de l'année on essaie de jouer à 4 lignes. Tous nos joueurs jouent au moins 10 minutes par match le plus possible. Puis, si tu es capable d'arriver en 3e période puis que tout le monde a joué, ben, tu es encore frais. On a appris justement, on a continué d'apprendre que notre équipe peut faire des belles choses rendues en 3e période si on était capable de jouer tout notre monde. Je trouve ça intéressant parce que d'abord, je viens de biffer une des questions que j'avais pour toi parce que je voulais te demander, je me trompe-tu ou si je dis que la profondeur des Saguenay de Chicoutimi, c'est une de vos plus grandes forces, tu viens de le dire, mais moi, ça m'a marqué que vous n'avez aucun joueur qui a plus de 2 buts dans cette première ronde-là. Donc, tu as quelques joueurs à 2 buts, tu en as évidemment plusieurs à 1. Oui, tu as Loïc Usereau là, qui a récolté les passes et qui termine avec 7 points, entre autres, mais tu as vraiment une contribution de ton alignement du haut vers le bas et c'est déjà bon, bien sûr, dans une première ronde, mais ça, c'est quelque chose qui, après ça, dans une deuxième aussi, va être une clé pour vous, j'en suis certain. Ouais, à chaque fois dans les séries éliminatoires, quand tu arrives en séries éliminatoires, à la fin des séries, souvent, tu te rends compte, c'est le 3e, c'est le 4e trio qui a fait la différence. Donc, la profondeur en série dans le junior, c'est certain que ça a un impact. Maintenant, il faut être capable justement de garder ces matchs serrés-là pour que notre profondeur fasse une différence plus tard dans la rencontre, plus tard dans les séries. C'est un peu ce qui est arrivé contre Acadie Batters. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est quelque chose que tu as cultivé
toute la saison parce que oui, tu as des bons joueurs. Tu as Emmanuel Vermette qui a terminé tout juste au-dessus du point par match, mais tu n'as pas une ou deux vedettes qui ressortent du lot et qui sont là, des gros canons dans les sommets des pointeurs de la Ligue. Mais même chose en saison régulière. Je regarde, tu as 4 gars qui ont terminé au-dessus de 50 points. On peut ajouter à ça Nathan Lecomte qui a frôlé ça en défense, Loïc Usereau également. Donc, ça a été un peu votre marque de commerce toute la saison, ça, d'avoir vraiment, de pouvoir compter sur un alignement qui se tient et qui contribue d'un peu partout là, sur l'alignement. Oui, c'est certain que ça a été une force pour nous. Puis, je pense que ça, quand tu dis le mot cultiver, ça vient avec notre culture. On veut des joueurs qui, justement, je te le disais au préalable, s'oublient pour l'équipe, oublient leurs statistiques et oublient la place où est-ce qu'ils jouent dans l'alignement pour être certain de contribuer. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple, justement, qu'Émile Duquette, à l'âge de 19 ans. Il pivote un 4e trio, il joue en désavantage numérique. Il y a un apport extrêmement important pour notre équipe depuis le jour 1 de la saison. Puis, c'est quand les autres voient des exemples comme ça, ben ça leur donne le goût justement de contribuer aussi. Puis, ça a de l'impact sur les autres joueurs. Donc, on essaie justement, année après année, de garder cette culture-là. Vous allez maintenant affronter l'Océanique de Rimouski qui a terminé 14 points devant vous au classement. Bien sûr, l'Océanique, peu importe ce qui arrive, s'en va, reçoit en fait le tournoi de la Coupe Memorial. Ceci étant dit, je viens de parler des 14 points au classement. Je suis allé gratter un peu, je suis retourné voir vos confrontations cette saison. Vous avez en quelque sorte, je peux m'exprimer ici, quasiment déjà joué un 4-7 contre eux. Là, vous avez joué 8 parties, là, donc un petit peu plus. Et parmi les 5 victoires qu'ils ont contre vous, 4 ont été en prolongation ou fusillade. Presque toutes les rencontres face à l'Océanique cette saison, Yannick, vous les avez non seulement chauffés, mais ça a été des rencontres serrées. Même que je regarde les quelques scores qui ont été plus dominés, ça a été à votre faveur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes, les matchs que vous avez joués contre l'Océanique cette saison, tu te dis, on oublie les 14 points, là. On est vraiment là pour non seulement les amener loin, mais on est capable de battre cette équipe-là. On l'a prouvé sur 8 matchs cette saison. Ben, je pense que la saison, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Est-ce qu'on a confiance en nous? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a confiance. Il reste que c'est une équipe qui n'a pas le droit de perdre. Quand tu investis 22 choix de repêchage pour arriver où est-ce que tu en es là de première, deuxième et troisième ronde, donc 11 choix de première ronde depuis 1 an et demi, tu ne peux pas te faire sortir en deuxième ronde. Donc, de notre côté, c'est d'amener ce club-là à dire, regardez, ils n'ont pas le droit de perdre. On l'a vécu en première ronde, c'est quoi pour avoir le droit de perdre? Quand les moments viennent serrer, les hockey se resserrent un petit peu. C'est ce qu'on veut essayer de faire contre eux en jouant du hockey serré, puis en essayant de mettre de la pression sur eux. Match après match, ils ne peuvent pas en échapper un. Nous, de notre côté, on n'a pas de pression, on n'a rien à perdre. On s'en va là à jouer contre eux, contre une très, très bonne équipe de hockey. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va décider de faire? Ben, ça nous appartient. C'est dans nos mains. Puis, on a des joueurs qui sont fiers. On a des joueurs qui compétitionnent soir après soir. On a des jeunes qui sont fiers de faire partie de la culture des Saguenay-Chicoutimi. On va voir où est-ce que ça va nous amener. Tu as parlé du travail défensif de protéger votre gardien en première ronde face à une équipe, bien sûr, qui compte sur le champion compteur de la Ligue, en Jonathan Fauchon, mais beaucoup plus également. Je suis convaincu que ce système de jeu-là que vous avez appliqué à merveille en première ronde, il faut le prendre et l'amener également dans la deuxième et continuer comme ça, même si le défi, sans manquer de respect, bien sûr, au Titan d'Acadie Batters, va peut-être relever un peu plus. Oui, définitivement. Ils ont dans leur alignement les 2 MVP des 2 dernières années. Catafort l'année passée, Fauchon cette année. C'est des joueurs dominants. On a des choses à respecter défensivement, mais ça reste qu'il faut compétitionner. Ça joue sans glace, puis il faut les contenir en unité de 5.
Yannick, c'est ta 10e saison à la barre des Saguenayens de Chicoutimi. Tu es originaire d'Alma. Tu as gagné le championnat avec les Saguenayens, bien sûr, dans les années 90. En 94, 14, ouais. que vous avez gagné le championnat. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi de réussir à nouveau à ramener les Saguenayens au sommet en tant qu'entraîneur-chef de cette organisation-là? C'est la raison pour laquelle je suis revenu ici en 2014. C'est que je veux gagner un championnat, ramener un championnat ici à Chicoutimi. Les gens le méritent. On a des partisans fantastiques. Les foules sont incroyables. On n'a pas pu, quand on a eu vraiment la chance en 2020, Ouais. on n'a pas pu avoir de séries éliminatoires. On a tourné la page par rapport à ça. On est ailleurs, puis maintenant, on veut année après année se donner une chance d'aller dans les séries, puis voir où est-ce que ça va nous mener. C'est quoi l'ambiance présentement autour de la ville? Les gens, tu vois, les drapeaux partout, les gens sont heureux. Les séries ici au Saguenay, c'est fou, c'est malade, puis c'est le fun. Quand tu fais partie de ça, tu l'as vu dans le passé, des équipes aller à la Coupe Memorial après nous avoir battus en séries éliminatoires, nous dire qu'il n'y a pas d'ambiance à la Coupe Memorial versus ce qu'ils ont vécu à Chicoutimi dans les séries. Donc, c'est tout le temps le fun de vivre des séries éliminatoires du bon côté lorsque tu es à Chicoutimi. Ouais, pas de misère à l'imaginer, l'histoire entourant cette franchise. D'ailleurs, je pense que le branding, les chandails des Saguenayens de Chicoutimi, c'est un de mes préférés. Il y a des petites différences, mais pratiquement le même que toi aussi t'as porté à ton époque. Ça, je trouve ça sensationnel. Une équipe comme ça. On va souvent entendre des joueurs de la Ligue nationale dire, quand ils viennent jouer pour les Canadiens, je porte le même chandail qui a été porté avant moi. Quelque chose en tant que gars de la place sur quoi tu joues ça avec l'Océanique, pas l'Océanique, pardon, les Saguenayens. Je sais aussi que vous avez honoré Pierre-Marc Bouchard cette année, qui est peut-être un des grands dans l'histoire des Saguenayens. Moi, c'est lui que je suivais quand j'étais jeune. Vous avez une belle histoire sur laquelle vous reposez pour motiver les jeunes. Ouais, une très belle histoire, puis tu sais, je me considère privilégié. Je l'ai vu depuis une dizaine d'années comme directeur général, entraîneur. Je l'ai vécu pendant 4 ans comme entraîneur adjoint. Je l'ai vécu 4 ans comme joueur aussi. Tu sais, quand tu dis les Saguenayens tatoués, je grandissais. Je jouais dans le mont hockey mineur ici, puis je venais voir les Saguenayens jouer. Je m'assisais dans les marches parce que je n'avais pas de siège dans les séries éliminatoires. Puis il y avait peut-être 6000 personnes qui étaient là puis qui criaient, puis je faisais partie de ça. Donc, pour moi, c'est certain que c'est spécial. Puis avoir grandi pour l'organisation, puis travailler encore dans l'organisation, mais c'est encore plus spécial quand on parle qu'on est en séries éliminatoires. Je sais que la différence entre les circuits professionnels mineurs puis le hockey junior canadien, c'est pas nécessairement la même chose, mais tu as quand même fait une carrière là, dans des plus petits marchés comme ça qui peuvent être passionnés. Si on compare ça quand tu as joué en Alabama, tu as joué au Mississippi, au Missouri, Mississippi. Mississippi, ouais. Mississippi. Ça se compare comment des petits marchés comme ça? C'est sûr que là, c'est tellement non traditionnel de jouer dans le sud des États-Unis comme ça. Ils n'ont peut-être pas la même passion. Mais je me pose la question, tu as vu là, en fin de semaine les partisans du Titan perdre leur équipe. De voir ça, j'imagine que c'est jamais très, très le fun. Mais est-ce que pour toi, là, qui a connu des petits marchés peut-être, c'est quelque chose qui te rappelle des souvenirs ou quoi que ce soit? Ouais, qui rappelle les souvenirs, mais c'est une autre mentalité par contre. Là. Quand tu parles dans le sud des États-Unis, c'est vraiment le hockey, c'est un happening. Et les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Le fait d'un jeu, de voir du jeu physique, de voir des bagarres, de voir des mises en échec sur la patinoire, les gens sont tous impressionnés. Ici, les gens sont plus fans de leur équipe. Oui. C'est complètement différent que. La mentalité est complètement différente qu'aller aux États-Unis, par exemple, plus dans le sud.
Ouais, c'est sûr, certain. Puis de toute façon, souvent ces formations-là sont pas là pour de longue durée non plus. Là. Ça se promène beaucoup, les organisations, là, particulièrement en ECHL, contrairement au Saguenay dont on vient de parler, là, qui ont loin d'avoir la même histoire. Oui, un des plus gros historiques en LHJMQ. Yannick, un énorme merci de t'être joint à nous cet après-midi pour cette conversation. On va vous souhaiter une belle série. J'allais dire une longue série. Moi, je vais me la souhaiter en tant que partisan de hockey. Toi, je te souhaite quand même peut-être que ça puisse se terminer en 4. Là. Je suis convaincu que tu dirais pas non à ça. Ben, on va les jouer un match à la fois. Ouais, c'est ça qui est important. On va penser au match de vendredi. On ne pensera pas plus loin que ça. C'est excellent. Une bonne deuxième ronde, Yannick. Au plaisir de continuer à vous suivre. Je vous en souhaite une bonne, puis à la prochaine. Merci, c'est un plaisir. C'est ce qui va conclure cette nouvelle édition du balado aux 4 coins. Un énorme merci à David Brien et Yannick Jean, ainsi qu'à Raphaël Doucet, comme toujours, à la coordination de cet épisode. Je vous rappelle, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ et suivez le balado aux 4 coins sur vos plateformes de balado diffusion préférées. On se reparle dans 2 semaines. Est-ce que les séries de deuxième tour seront terminées? Est-ce qu'il y en a qui vont se rendre jusqu'à la limite? J'ose croire que oui, mais ça, eh bien, on en parle lors du prochain épisode du balado aux 4 coins. Merci tout le monde, à la prochaine.